Chapitre 1. Le silence d'avant. C'est une chose curieuse, le bord de mer anglais. On s'attend à la luminosité et à la gaieté, au rire des enfants sur le sable, à l'air salin qui revigore l'esprit. Pourtant, sous le soleil, on perçoit souvent une certaine mélancolie. Peut-être est-ce dû aux hôtels défraîchis aux dorures estompées, à la file patiente de machines à laver roulantes comme des invalides sur des béquilles, ou aux longues promenades où les veuves en noir marchent bras dessus bras dessous, avec leurs souvenirs. Telles étaient là mes pensées, tandis que j'accompagnais mon ami Hercule Poirot sur l'esplanade de Torquay, en cet après-midi de début septembre. La saison touchait à sa fin. Les gens à la mode étaient départis, laissant derrière eux une atmosphère de douce résignation. Poirot, toujours aussi élégant, marchait d'un pas mesuré, ses chaussures vernies luisant dans la lumière pâle, son chapeau melon posé avec une précision mathématique. Il semblait, me disais-je, totalement dépaysé au milieu des transats délavés et des cris plaintifs des mouettes. « Mon ami, dit-il soudain comme s'il poursuivait une réflexion intérieure, j'ai décidé. Nous resterons ici une semaine. Un peu de repos, c'est bon pour les neurones. Eux non plus, il ne faut pas trop les surmener. Vous voulez dire, répondis-je, que vous envisagez de prendre de vraies vacances? Pas d'enquête, pas de mystère, pas de bandits? Il m'adressa un de ses sourires énigmatiques. Tu es incrédule, Hastings. Mais oui, pour une fois, Hercule Poirot se contente d'admirer l'ordre de la mer, la symétrie des falaises. Admire-les. Elles sont admirables, la nature agencée avec une telle netteté qu'elle paraît presque artificielle. J'ai ri, mais avec affection. Son souci de la propreté, même dans les paysages, m'amusait toujours. Notre destination se trouvait devant nous, le hôtel Grand Metropolitan-Son. Non promettait la splendeur, mais sa réalité était d'une autre époque. La façade, autrefois d'un blanc éclatant, portait les traces des intempéries. Les ferrures en laiton de l'entrée avaient été polies avec soin, mais la moquette des marches laissait apparaître des taches élimées. Pourtant, il restait une certaine dignité dans les lieux, telle une douairière vieillissante qui refuse de renoncer à ses bijoux. À l'intérieur, le hall exhalait un léger parfum de lavande et de vieux cuir. Un palmier dans un pot en bronze pendait avec lassitude au-dessus d'un canapé. Le directeur, un homme solennel au visage expressif et aux mains nerveuses, s'avança avec une courtoisie empressée. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, vos appartements sont prêts. Nous sommes vraiment honorés. » On aurait pu imaginer que le prince de Galles lui-même était arrivé, mais Poirot accepta l'accueil avec calme, comme si c'était son dû. Tandis qu'on nous conduisait à l'étage, j'ai remarqué un jeune homme en uniforme qui portait nos valises. Il était mince, aux cheveux noirs, et avait des manières vives et enthousiastes. Son regard, brillant et intelligent, se porta de Poirot à moi, comme s'il nous observait avec curiosité. « Ce sera Jennings, monsieur, » dit le gérant par-dessus son épaule. « Notre groom. Un garçon sur qui on peut compter. » Jennings rougit légèrement sous les compliments et se mit à sa tâche avec une vigueur renouvelée. Je remarquai qu'il manipulait la valise de Poirot avec un soin inhabituel, presque une révérence. Plus tard, lorsqu'il eut déposé nos bagages et s'attarda près de la porte, Poirot s'adressa à lui avec gentillesse. « Tu es resté longtemps à l'hôtel, mon garçon. »« 2 ans, monsieur, » répondit le garçon avec empressement. « Je connais chaque couloir, chaque escalier. Il n'y a pas une clé que je n'ai portée, ni un sac que je n'ai soulevé. » Son ton exprimait de la fierté, mais aussi, me sembla-t-il, une pointe de nostalgie. Le regard vif et brillant de Poirot se posa sur lui un instant de plus que nécessaire. « Bon, » dit enfin Poirot, « vous êtes quelqu'un qui observe beaucoup, je crois. Voir et ne pas oublier, c'est un don précieux. » Jennings rougit à nouveau, murmura quelque chose d'inaudible et disparut. Ce soir-là, nous descendîmes dans la salle à manger, où les invités s'étaient rassemblés. J'ai toujours l'habitude, dans un tel contexte, de me livrer à quelques spéculations sur le caractère.
Poirot, je le sais, fait de même, mais avec beaucoup plus de justesse. À la table haute était assise dame Constance Pembroke, une belle femme à la stature imposante, vêtue de lourde soie et parée de diamants qui affichait un air de défi face à la fin de la saison. Son attitude, lorsqu'elle s'adressait au serveur, suggérait une personne habituée à l'obéissance. Près d'elle, Colonel Harcourt, au visage rouge et aux larges épaules, dominait sa fille timide, mademoiselle Violette Harcourt, qui parlait rarement et se rétractait visiblement dès que la voix de son père s'élevait. Le colonel riait de bon cœur de ses propres anecdotes, même si personne d'autre ne semblait vraiment amusé. À une table d'appoint était assis M. Raymond Blitit, sa femme. Il était lisse, brun, avec un charme qui frisait l'hypocrisie. Elle, jolie malgré sa fragilité, affichait une expression de vigilance anxieuse, comme si elle craignait un faux pas. Puis il y a eu Dr. Lionel Grant, un homme grand et mince, au front pensif et au regard réservé. Il parlait peu, mais lorsqu'il le faisait, c'était avec gravité. Enfin, j'ai observé à âme Lydia Marbury, une veuve maigre et nerveuse qui tournait sans cesse un mouchoir entre ses doigts. Elle sursautait au moindre bruit, et un jour, lorsque le colonel laissa tomber sa cuillère, elle poussa un petit cri. C'était une compagnie curieuse, diverse dans ses manières mais unie par l'intimité particulière de la vie d'hôtel. Le dîner se poursuivit avec les banalités habituelles. Poirot mangea délicatement, comme à son habitude, critiquant à voix basse la disposition des légumes dans son assiette. « Mon Dieu, Hastings, murmura-t-il, il place les carottes sans respect de la symétrie. C'est barbare. » Je souris, mais je ne pus m'empêcher de faire mes propres observations. Le colonel buvait plus qu'il ne fallait. Lady Constance observait le docteur Grant avec une douceur particulière qui contrastait avec son air par ailleurs impérieux. Et le regard de M. Blitt se posait trop souvent sur Violette Harcourt, qui rougissait et baissait la tête dès qu'elle le croisait. Après le repas, les invités se dirigèrent vers le salon, où le café était servi. Jennings se déplaçait avec agilité parmi eux, portant des plateaux, délivrant des messages, répondant aux appels pour les journaux. Plus d'une fois, j'ai vu un invité lui glisser un mot plié, qu'il emportait avec une gravité discrète. « Voyez-vous, Hastings » murmura Poirot à côté de moi. « Déjà les fils du drame humain passent entre les mains de ce garçon. Il en est toujours ainsi avec les domestiques. Ils savent, ils entendent, ils observent. On les sous-estime à ses risques et périls. » J'ai haussé les épaules. « C'est juste de l'hôtellerie, mon vieux. Rien de bien particulier. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Ah, mais tout est remarquable, pour peu qu'on ait l'œil pour le voir. » Alors que la soirée avançait, je me retirai dans notre salon, une pipe à la main, laissant Poirot à ses réflexions ordonnées. Dehors, la mer battait doucement sur le rivage, un rythme régulier qui berçait la ville. À l'intérieur de l'hôtel, cependant, persistait un sentiment de sous-entendu, des murmures derrière des portes closes, des regards échangés trop rapidement, et l'activité silencieuse de Jennings, le groom, se mouvant comme une ombre parmi les secrets. Je ne savais pas alors qu'avant que de nombreuses nuits ne se soient écoulées, ce même garçon impatient gîtait mort dans un couloir sombre, et que la façade paisible du grand métropolitain serait brisée à jamais. Chapitre 2. Une note dans l'ombre. J'ai souvent soutenu qu'un hôtel, la nuit, est différent de son incarnation diurne. Les larges couloirs, agréablement banals le matin, deviennent des avenues secrètes après le crépuscule. Les cages d'escalier, où résonne le murmure inoffensif des clients prenant l'air, amplifient à 2 heures le moindre pas en une déclaration de culpabilité. Ce soir-là, au Grand Metropolitan, la transition entre la civilité ordinaire et le silence chargé de la nuit semblait plus abrupte que d'habitude, comme si la saison déclinante avait jeté un voile sur les lieux et laissé les habitants se mouvoir tels des personnages derrière une vitre. Après le dîner, je m'étais retiré avec un livre, quelque chose de martial et d'inspirant,
tandis que Poirot, qui se disait fatigué par l'anarchie de la petite cuillère, insistait pour une promenade dans les salons afin de se ressourcer. L'horloge de notre cheminée sonnait 10 heures. Quelque temps plus tard, mon livre étant déjà un tiers de ma lecture et ma pipe parfaitement maîtrisée, je m'impatientai et partis à la recherche d'un journal. L'ascenseur était descendu. Je choisis l'escalier. L'hôtel, bâtiment victorien tardif dont les parties s'ajoutaient les unes aux autres, tels des cousins ajoutés à un arbre généalogique, possédait 2 escaliers, l'escalier principal, en moquette rouge et laiton, et un escalier de service plus étroit qui passait derrière l'aile sud, utilisé principalement par le personnel pour éviter de gêner la majesté du hall. C'est près de ce dernier que le hasard me plaça. Une lampe d'angle était tamisée. La pénombre plongeait l'intersection du couloir et de l'escalier dans un clair-obscur qui donnait aux palmes, au bout, l'impression d'être aussi grandes que des feuilles de jungle. J'avais atteint l'angle où le passage de service tournait vers les cuisines lorsque j'ai aperçu Jennings. Il monta rapidement l'escalier, non pas avec le pas nonchalant d'un garçon désœuvré, mais avec une légèreté maîtrisée, comme s'il se déplaçait sur la pointe des pieds. Dans la pénombre, je reconnus sa silhouette soignée, ses chaussures cirées, sa veste de groom élégante, si soigneusement brossée. Il portait un petit plateau en argent, du genre qu'on utilise pour les billets. Dessus, plié et cacheté, une enveloppe était posée. Jennings m'a vu et a eu un sursaut qu'il a immédiatement maîtrisé, inclinant la tête avec une expression approximative de joie. « Capitaine Hastings, monsieur. »« Ah, Jennings, dis-je. Tu fais une course après les heures de bureau, c'est ça? »« Juste un message, monsieur. »« À qui ?» Son regard glissa, non pas par culpabilité, mais par calcul, par-dessus mon épaule jusqu'au couloir. « Suite B17, monsieur. Instruction de la maison. » Il existe un ton où le mot « maison » peut désigner n'importe quelle autorité, et Jennings le maîtrisait parfaitement. J'avais du mal à insister davantage. Je reculai d'un pas, lui faisant signe de passer. Il hocha la tête en guise de remerciement et poursuivit avec une intensité étrange, le plateau stable comme une balance. La curiosité me piqua, je l'avoue. Je le regardais tourner au coin de la rue, vers les suites sud, où logeait Lady Constance Pembroke. Un instant plus tard, on entendit un léger coup de poing sur une porte. Une voix de femme, impérieuse quoique plus basse, répondit de l'intérieur. La porte s'ouvrit et se referma aussitôt. Tout cela, je ne le vis pas tant que je le sentis à travers la carte sonore du couloir. J'aurais dû retourner dans ma chambre. Au lieu de cela, j'ai traîné. Les journaux étaient dans le salon. J'en ai pris un et, sur un coup de tête, j'ai fait demi-tour par le plus long chemin qui longeait le hall d'entrée. En arrivant au grand escalier, j'ai eu l'étrange impression que l'hôtel retenait son souffle. Un serveur faisait rouler un chariot à thé dont les roues n'osaient qu'au pas grincer. Le veilleur de nuit, solennel comme un bedeau, rangea les livres de compte de la journée dans un tiroir et le verrouilla d'un léger clic. Puis Jennings traversa de nouveau le hall, un plateau vide à la main. Il ne me vit pas. Cette fois, il ne prit pas l'escalier de service. Il se dirigea vers le passage réservé au personnel, en face du fumoir, celui qui menait à l'entrée latérale sur Marine Parade. Il accéléra le pas, comme quelqu'un qui, après avoir délivré un message, en porte un autre, si je puis dire, qui pèse sur son esprit. Je rencontrai alors Poirot, sortant de la salle de jeu avec cet air de contentement guindé qu'il arbore lorsqu'un salon a été correctement aménagé. « Eh bien, Hastings, » dit-il vivement, « vous cherchez les nouvelles du monde ? Vous avez sous le nez les nouvelles de l'hôtel, mon ami, et c'est bien plus instructif. Vous parlez de notre jeune chasseur. Il vient de laisser un message à B17. Tiens. » Les yeux de Poirot s'illuminèrent. « Observez donc. » « Bon. Et avez-vous remarqué ?» Il marqua une pause et leva un doigt. « L'odeur sur l'enveloppe lorsqu'il est passé devant vous ? Une légère odeur, pas anglaise. Quelque chose d'iris et de vanille. Mon cher Poirot, on ne peut pas sentir une enveloppe à 6 pas. Peut-être que je ne peux pas, admit-il une lueur naissante.
mais la main qui l'a scellé a laissé un souvenir sur le papier. Certains parfums sont aussi indiscrets que leurs propriétaires. Viens, prenons l'air 5 minutes, puis au lit. Je voudrais voir l'entrée latérale. Nous franchissions les portes vitrées. Un nuage se dessinait à l'horizon. La mer murmurait contre les galets. L'entrée latérale de l'hôtel donnait sur une petite ruelle pavée. On y lisait des empreintes de pas, comme on en trouve toujours près de telles portes. Des empreintes de bottes, la fine morsure d'une roue de bicyclette, la ligne de l'anneau de fer d'une brouette. Poirot se pencha sans toucher, se contentant d'observer avec son regard de petite lanterne. « Écoute, » dit-il doucement. Quelque part à l'intérieur, dans le dédale de couloirs étroits, une porte se referma avec un bruit sourd. Une silhouette passa devant la vitre dépolie de la porte du personnel et disparut. Ça aurait pu être n'importe qui. Nous nous sommes retirés à l'intérieur, et Poirot s'est déclaré satisfait que la sérénité soit revenue à sa soirée. Nous nous sommes séparés sur le palier avec nos politesses habituelles, et songeant à l'efficacité du jeune Jennings et au beau visage calme de Lady Constance au dîner, je me suis endormi, légèrement satisfait et pensif. Il devait être 2 heures du matin lorsque le premier incident se produisit. On frappa rapidement et discrètement à la porte extérieure de notre suite. Je me levai instantanément, car l'habitude du soldat a la vie dure. En ouvrant, je trouvai le veilleur de nuit, pâle sous sa gravité professionnelle. « Pardon, monsieur. »« Monsieur Poirot, si monsieur Poirot veut bien. Il y a une affaire qui exige une intervention immédiate. » Poirot était alors à mes côtés, impeccable même en robe de chambre. « Une affaire, n'est-ce pas ? Soyez précis, s'il vous plaît. Il y a eu... Enfin, je crains un accident. Près du couloir de service, l'escalier est... Un des garçons, monsieur. Jennings. Il est blessé. » Nous y sommes allés aussitôt. Le couloir de service se trouvait dans cette partie infamante du bâtiment où le papier peint est toujours un peu plus vieux qu'il ne devrait l'être. Une seule ampoule brillait. Au pied d'une courte volée de marches, 3 marches seulement en réalité, Jennings gisait, recroquevillé, sur le linoléum. Sa tête reposait contre la plinthe. Son bras gauche était sous lui de façon anormale. Une petite flaque sombre se formait près de son oreille, et ses cheveux étaient encore plus foncés. J'avoue que cette vision m'a choqué. Un si jeune garçon, et il était si vif quelques heures auparavant. Poirot s'agenouilla, sans toucher, et observa la petite scène avec une concentration qui fit s'agiter le veilleur de nuit. « Personne ne l'a déplacé ?» demanda Poirot. « Non, monsieur. Monsieur Bletchley, le directeur adjoint, a dit de venir vous chercher en premier. Il a fait venir un médecin. »« Docteur Grant ?» demandai-je. « Celui-là même, monsieur. Il est résident toute la semaine. » Le regard de Poirot parcourut le couloir. Une sonnette, de celle qu'on garde sur un bureau, était posée sur une table d'appoint. À côté, un petit vase contenant un œillet fané. L'air sentait vaguement le charbon et quelque chose d'autre, une odeur chimique que je ne parvenais pas à identifier. Les 3 marches étaient rabordées de cuivre. Une tache sur la 2e marche, en bas de la contre-marche, semblait due à une chaussure. La casquette du garçon était à 1 mètre de sa tête, comme si elle avait volé. Et les mains, mon attention fut attirée par le geste imperceptible de Poirot, une simple inclinaison du menton. Les mains étaient nues. Je me souvins alors de l'élégance avec laquelle Jennings portait ses gants, fins, en cuir foncé, impeccables. Ses gants, dis-je. Il les avait ce soir. Exactement. Et maintenant sans gants, murmura Poirot. Et puis, Hastings, remarque la position. Il est tombé en avant et légèrement de côté. Pourtant, regardez l'épaule droite, juste ici. Il y a une marque de pression. Avant que je puisse comprendre ce qu'il voulait dire, le directeur adjoint arriva, suivi du docteur Grant. Le médecin, en costume sombre, et avec cette autorité discrète qui, dans un monde meilleur, serait l'apanage des juges, s'approcha directement du garçon. Son examen fut rapide mais minutieux. « C'est très grave, dit-il enfin gravement. Le crâne est fracturé.
Je ne peux rien faire de plus que ce qui a déjà été fait. Il toucha le poignet, mais je ne pus voir le résultat. Jennings est mort. Les mots tombèrent comme des pierres. Le directeur adjoint prit une inspiration. « Il faut prévenir la police, » dit aussitôt Poirot. « Il est indispensable, monsieur, que rien ne soit déplacé et que personne ne passe ici sans nécessité. »« Mais sûrement, » dit le directeur adjoint, troublé. « C'est un accident. Il est tombé. »« Peut-être, » dit Poirot, et il y avait quelque chose dans son ton qui le fit taire. « On verra bien. » À leur arrivée, les policiers, 2 agents et un inspecteur munis d'un petit carnet bien rangé, apportaient avec eux ce mélange de sympathie officielle et de désagrément pratique qui fait leur métier. L'inspecteur Lee, un homme prudent, examina la scène, s'entretint brièvement avec le docteur Grant et sembla se décider sur l'idée d'un accident. « Les escaliers sont un véritable danger la nuit, » remarqua-t-il. « Jeune homme, la tête pleine de tout sauf de marche. Voilà. » Poirot, avec une courtoisie admirable, lui demanda s'il pouvait formuler 1 ou 2 observations. L'inspecteur, qui avait entendu parler de lui et qui ne l'avait pas entendu, accepta avec toutefois une réserve professionnelle. L'affaire devait rester simple, sauf si les faits imposent une complexité. « Les faits ont une façon de faire ça, » rétorqua Poirot, et il se pencha une fois de plus, dirigeant cette fois la lampe torche du gendarme vers une constellation fixe de détails. « Regardez, si vous voulez, la petite tache sur la contremarche, » dit-il. « Ce n'est pas de la boue, c'est plus noir. De la crasse de charbon, peut-être, mais laissée par un talon tourné vers l'extérieur. Et là, sur la plinthe, cette entaille. Bah, elle est petite, je vous l'accorde. Pourtant, elle m'intéresse. Un objet lourd a heurté le bois à cet endroit, à faible angle. Un plateau, ai-je suggéré, pour être utile. Non. Quelque chose de plus petit, compact. » Il regarda autour de lui. « Vous gardez des outils ici? Un maillet, par exemple? Non? Alors on n'insiste pas. On remarque juste. » L'inspecteur League, qui avait consigné ces informations avec une expression de patience douloureuse, s'adressa au directeur adjoint. Que faisait ce garçon à l'extérieur à cette heure-ci? Les tâches ménagères, monsieur. Les dernières rondes, les fenêtres, les dernières lampes, les messages qui arrivent en retard. Jennings reste souvent après son service. Il était enthousiaste. Des disputes? Des ennemis? Le directeur adjoint hésita, jeta un coup d'œil au docteur Grant, puis secoua la tête. Non, un type bien. Nous allons voir ses effets personnels, dit l'inspecteur. Capitaine Hastings, vous avez dit l'avoir vu plus tôt? J'ai confirmé la mission avec l'enveloppe, et qu'elle avait été portée, autant que je pouvais en juger, aux appartements sud, dans le couloir de Lady Constance Pembroke, ajouta Poirot d'un ton neutre. Je le fixais du regard, car je n'avais pas identifié la porte aussi précisément. « Vous êtes sûr, monsieur ?» demanda l'inspecteur Lee. « Raisonnablement, » dit Poirot, « mais ne dérangez pas la dame à cette heure. Demain matin, oui. Pour l'instant, il suffit que nous sachions qu'un message a été remis. À qui précisément, nous le vérifierons. » Le corps fut finalement retiré avec un soin sobre. Le passage, abandonné à son bulbe et à son œillet fané, parut soudain indécent, comme s'il avait été pris dans une faute personnelle. Poirot resta un instant de plus, les mains jointes, le regard tourné vers l'intérieur. « Tu penses que ce n'était pas un accident ?» dis-je. « Je crois, » dit lentement Poirot, « que l'ordre des choses est offensé. Le garçon n'est pas tombé par négligence. Il est tombé par silence. Mais le mobile? C'est un groom. Qui pourrait? Eh bien, qui en effet? Voyez ce que nous avons vu ce soir. Jennings est allé avec un mot à l'aile sud. Ensuite, il a traversé le hall et a emprunté le couloir du personnel jusqu'à la porte du défilé des Marines. Pourquoi? Pour rencontrer quelqu'un dehors, loin des regards des invités, peut-être. Un petit rendez-vous, comment dire, une réunion à minuit. Et maintenant, il est mort. Une réunion de minuit? Répétai-je. Le regard de Poirot se posa sur moi. Tu n'as pas lu l'enveloppe, mais moi qui ne l'ai pas lu non plus, je peux déchiffrer les habitudes. Il y a ceux qui préfèrent la nuit pour leurs petites iniquités.
et il y a ceux qui portent des messages pour eux. Notre Jennings était le facteur de bien des passions discrètes, mon ami. Ce soir, il a apporté une lettre de trop. » Nous retournâmes vers nos chambres. Sur le palier, nous entendîmes du mouvement. Une porte s'ouvrit doucement, puis se referma. Je crus apercevoir le visage pâle et ovale de madame Marbury, tendu et à l'écoute. Un pas d'homme résonna sur la moquette, quelque part près du B17, puis s'arrêta comme s'il avait atteint le sanctuaire d'un seuil. L'autel, attentif à son propre cœur, était réveillé. Dans notre salon, Poirot tirait les rideaux avec un soin méticuleux et ajustait une chaise de façon à ce que ses pieds soient bien droits sur le motif du tapis. Ces gestes, que j'avais pris autrefois pour de simples agitations, je les reconnaissais ce soir comme les petits rites par lesquels il se calmait. « Il y a autre chose, » dit-il. « Les gants. Oui, il n'en portait pas. Et pourtant, c'est le garçon qui porte. Toujours des gants. Il est fier. Il est exigeant. De son plein gré, il ne traverserait pas l'hôtel à cette heure tardive sans ses gants. Donc, soit il les a oubliés, ah non, soit quelqu'un a eu raison de les lui ôter des mains. Les mains, voyez-vous, peuvent raconter des histoires, de poussière, de poudre, de taches. Les gants peuvent les abriter. On enlève ce qui pourrait accuser. Quelle poudre ? Demandai-je perplexe. Qui sait ? Poirot haussa une épaule. Peut-être rien. Peut-être quelque chose qui n'est que l'idée d'une poudre, ce qui est le début de la vérité. Pour l'instant, nous n'insistons pas. Je me suis surpris à frissonner légèrement. Et l'odeur, Poirot, ce produit chimique dont tu parlais ? Pas moi. Toi, il parlait d'une odeur indéfinissable. Je respire à peine. Mais oui, il y avait un arôme, faible, ni d'alcool, ni de tabac, ni des cuisines. Nous y reviendrons. Nous recenserons tout. La tache sur la contremarche, l'empreinte dans la plainte, l'absence de gants, l'heure. Quelle heure est-il ? 2h30. Et le cheminement du garçon dans l'hôtel comme le fil dans l'aiguille. Et demain matin, nous ferons preuve de politesse envers la police et d'impolitesse envers la vérité. Il poussa un léger soupir, non pas de fatigue, mais de résolution, et l'espace d'un instant, le masque de l'ordre glissa pour révéler la compassion cachée. « C'est dommage, » dit-il doucement. « C'était un brave petit gars, celui-là. Être jeune, enthousiaste et servir, c'est un art, et cela mérite une meilleure récompense que de rester étendu, brisé, sur 3 misérables marches dans un couloir qui sent le charbon. » Nous avons dormi un peu, même si le sommeil de la maison était terminé. Quand je me suis réveillé à 7 heures, le ciel avait la couleur d'une carte postale défraîchie. Une mouette a crié, et une autre lui a répondu, comme une question lancée dans une pièce vaste et vide. Au petit déjeuner, le grand métropolitain portait le deuil, vêtu de tout sauf de crêpe noire. Le silence régnait. Le colonel but son café comme s'il lui avait fait du tort. Les mains de mademoiselle Harcourt tremblaient sur le bord de sa tasse. Monsieur Blitt souriait trop, une habitude des hommes qui craignent le silence. Madame Blitt fixait la nappe comme si c'était une carte du malheur. Le docteur Grant arrive en retard, discutant à voix basse avec le directeur, qui avait troqué son air exubérant contre la maîtrise feutrée du désastre. Quant à Lady Constance, elle était assise droite et majestueuse, mais je lui imaginais les yeux rouges, sans que je puisse dire si c'était dû à l'insomnie ou au chagrin. L'inspecteur Legge entra alors que nous terminions. Il salua l'assemblée et nous parla en termes généraux du malheureux accident et des enquêtes nécessaires. Ces mots jaillirent de sa bouche avec l'inéluctabilité de la marée. Poirot se leva, demanda courtoisement à l'inspecteur s'il voulait bien lui parler en privé, et ils se retirèrent. À son retour, sa moustache était dressée avec une certaine fragilité martiale que j'ai appris à considérer comme un signe. « Et alors ?» demandai-je, quand nous fûmes seuls. « C'est un homme intelligent qui préfère un monde un peu plus simple, » dit Poirot. « Mais il a accepté quelques petites indulgences. Nous allons examiner le casier du garçon. Nous demanderons qui a donné le mot.
Nous ferons connaissance avec les gants qui n'y sont pas, et nous rendrons hommage à Lady Constance. Croyez-vous, ai-je osé, que la note lui était adressée? Poirot sourit sans rire. Nous ne croyons pas, nous vérifions. Mais si c'était le cas, nous aurions une réunion à minuit pour discuter, et des personnes qui n'aiment pas la lumière du jour. Viens, Hastings, allons voir ce que les ombres ont écrit. Il prit son chapeau avec la délibération d'un général partant en campagne, et ensemble nous quittâmes la salle à manger, deux personnages parmi tant d'autres, mais avec nos esprits déjà dans l'espace étroit au pied de 3 marches, où l'avenir s'était résolu, à notre grand regret, dans une petite mare sombre sur le linoléum. Chapitre 3. Poirot prend note. La police anglaise, avec sa méthode, avait accepté la théorie de l'incident de l'inspecteur Legge, avec une promptitude qui m'avait stupéfait. En vérité, les accidents dans les escaliers d'un hôtel ne sont pas rares, et la vue d'un crâne brisé dans un couloir de service pouvait bien suggérer une démarche maladroite. Pourtant, je connaissais trop bien mon ami Hercule Poirot pour me fier aux apparences. Il portait en lui cette certitude particulière, la conviction que l'ordre avait été perturbé. Quand Poirot sent que quelque chose cloche, la vérité, bien qu'enfouie profondément, a le don de remonter à la surface comme un bouchon. Après le petit déjeuner, nous avons accompagné l'inspecteur Lay dans une petite pièce attenante au bureau du directeur, où les maigres effets de Jennings avaient été rassemblés. La veste d'uniforme du garçon pendait mollement à une patère. Sa casquette reposait sur une chaise. Dans un carton se trouvaient quelques effets personnels. Un canif bon marché, un bout de crayon, un roman en lambeaux et une paire de lunettes à la monture fêlée. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'absence de ses gants. « Rien d'important ici », murmura l'inspecteur en brandissant le couteau. Le garçon n'avait pas d'ennemis. De l'avis général, c'était un bon travailleur. Nous rendrons un verdict de mort accidentelle, et ce sera la fin de l'affaire. « Pardonnez-moi, dit Poirot avec une politesse exquise, mais ce ne sera pas la fin. » L'inspecteur leva les yeux, irrité. « Vous avez remarqué les gants, monsieur? Ils ont disparu. » Jennings était fier de son apparence, très exigeant. Il préférait apparaître sans chaussures que sans gants. Pourtant, la nuit dernière, il gisait mort, les mains nues. Où sont-ils? L'inspecteur haussa les épaules. Égaré. Tombé. Poirot secoua la tête. Non, ils ont été enlevés. Et ce n'est pas un accident, inspecteur, mais une intention. Lay soupira. Très bien, monsieur Poirot. Imaginez un instant qu'il soit tué. Et alors, qui a un mobile pour tuer un groom? Les yeux de Poirot brillèrent. Ah, justement. Qui en effet? C'est le petit problème pour lequel mes neurones sont si admirablement adaptés. Nous laissâmes l'inspecteur à ses papiers. Poirot, marchant à mes côtés dans le couloir, était très pensif. Ses petites mains se croisèrent dans son dos et sa tête légèrement penchée sur le côté, comme s'il écoutait une musique intérieure. « Vous avez remarqué, Hastings, dit-il soudain, que Jennings portait un mot hier soir? » « Oui, bien sûr. Et vous pensiez qu'il était destiné à Lady Constance Pembroke? » « Je ne pourrais pas le jurer, mais c'était dans cette direction. » Poirot hocha la tête. « Bon. Et Lady Constance, ce matin, a les yeux rouges. C'est une femme qui ne pleure pas facilement. La lettre, donc, avait une signification particulière pour elle. Et maintenant, le messager est mort. Ça, Hastings, c'est ce qu'on appelle une coïncidence, mais d'une certaine nature. J'allais répondre lorsque nous rencontrâmes Lady Constance en personne sur le palier. Elle était magnifiquement vêtue d'une robe violette, mais son visage trahissait une certaine tension. Poirot s'inclina avec sa courtoisie habituelle. « Madame, dit-il doucement, vous me permettez d'empiéter un instant sur votre temps? C'est à propos du pauvre Jennings. » Elle se redressa. « Très affligeant, monsieur Poirot, un brave garçon, mais la police m'assure que c'était un accident. Je préfère le croire. » Poirot inclina la tête. « Pourtant, vous avez reçu un mot de lui hier soir ?» Ses yeux clignèrent. « Pourquoi dis-tu ça? » « Parce que Hastings l'a vu le porter jusqu'à votre porte. » L'espace d'un instant, son sang-froid vacilla. Puis elle dit froidement. « Oui, une petite affaire. Une lettre m'a été transmise de la ville. C'est sans importance.
Ah, mais tout cela a de l'importance. Vous me permettrez peut-être de le voir? Lady Constance hésita, puis répondit d'un ton définitif. Cette lettre est privée, monsieur Poirot. Je ne peux vous faire aucun plaisir. Sur ces mots, elle s'éloigna dans le couloir. J'ai sifflé doucement. Elle cache quelque chose. Naturellement, murmura Poirot. Mais si c'est lié à la mort de Jennings, nous le découvrirons. Plus tard dans la matinée, Poirot insista pour que nous visionnions la scène une fois de plus. Le couloir de service était désormais désert. Le sang avait été nettoyé du sol. Et pourtant Poirot examina chaque recoin avec un soin méticuleux. Voyez-vous, Hastings, la position du corps telle que je l'ai décrite, il n'a pas basculé sans défense. Il a peut-être été heurté et est tombé ainsi. Il le démontra d'un geste délicat de la main, montrant un effondrement latéral. Frappé par quoi? Demandai-je. Poirot jeta un coup d'œil vers la plainte. L'empreinte que nous avons remarquée n'est pas profonde, mais suffisante. Un objet contondant, petit et lourd. Un chandelier peut-être, ou un presse-papier. Quelque chose de portable. Il se redressa brusquement et se pencha près de la deuxième marche. D'une minuscule fissure, il sortit un fragment de métal pas plus gros qu'un petit pois. Il le tint délicatement dans la paume de sa main. « Regarde, Hastings, un fragment de laiton. » Et alors? C'est curieux. Du laiton sur un escalier avec des bords en cuivre, ça n'a rien à voir. Et voyez, il y a une rayure, comme si elle avait été arrachée à un objet plus grand. Ma petite découverte m'intéresse profondément. Il la rangea avec précaution dans son portefeuille. À ce moment-là, une servante apparut, pâle et nerveuse. Elle fit une révérence. « Pardon, messieurs. Je pensais que vous devriez savoir. Jennings, il parlait parfois, dans la cuisine. Il disait savoir des choses, trop de choses, disait-il. Mais il ne disait jamais quoi. » Poirot s'inclina gravement. « Merci, mademoiselle. C'est très utile. » Quand elle fut partie, je m'exclamai. « Alors Jennings faisait chanter quelqu'un. » Les moustaches de Poirot frémirent, ou simplement se vanter de ses connaissances. La distinction, mon ami, est essentielle. Beaucoup de jeunes hommes aiment paraître importants aux yeux d'une jolie fille. Mais s'il en savait vraiment trop, alors, qu'est le motif que nous recherchons? Dans l'après-midi, Poirot avait organisé une série d'entretiens avec les principaux invités. Ils arrivèrent à contre-cœur, chacun sous un vernis de politesse, mais on sentait leur dégoût d'être interrogés. Le colonel Harcourt fulmina. « Honte! Qu'est-il arrivé au garçon? Mais un accident, n'est-ce pas? Je ne vois pas en quoi ça me concerne. Il m'apportait mes cigares de temps en temps, c'est tout. » Le regard de Poirot se porta sur la manchette du colonel, où il manquait un bouton. « Vous avez peut-être perdu un bouton de manchette? » Le colonel rougit. « Hein? Oh oui, je l'ai égaré quelque part. Toujours à perdre des choses. Aucune importance. » Les yeux de Poirot brillaient, mais il ne dit rien. Mademoiselle Violette Harcourt était timide et pâle. Pauvre Jennings. Il était toujours gentil. Il portait mes colis quand papa était occupé. J'ai entendu des voix s'élever une fois, dans l'escalier de service. Jennings et M. Bleat. Mais je me suis peut-être trompé. Poirot la remercia doucement et la congédia. Puis vint Raymond Bleat, suave et souriant. Une affaire malheureuse. Le pauvre garçon était dévoué à ma femme. Il portait des billets pour sa modiste, ce genre de choses. Vous ne soupçonnez pas un acte criminel tout de même? Imaginez, monsieur, dit doucement Poirot, que Jennings ait menacé de révéler ce qu'il savait. Cela vous aurait-il dérangé? Bliss rit un peu trop légèrement. Mon cher monsieur, que pouvait-il savoir de moi? J'espère que la police clôturera l'affaire rapidement. Finalement, le docteur Grant est arrivé. Son attitude était grave et professionnelle. Jennings était irrécupérable quand je l'ai vu. Une fracture nette, instantanée. « Docteur, » dit Poirot, « vous gardez des fournitures médicales ici? » « Oui, dans une affaire classée. Mais Jennings n'y est pour rien. » Poirot le regarda attentivement. « Pourtant, vous lui avez permis d'aller chercher des médicaments? » Les yeux du docteur se plissèrent. « Qui vous a dit ça? » Poirot sourit d'un air énigmatique. « J'ai mes méthodes. »
Ce soir-là, une fois les invités retirés, je trouvai Poirot plongé dans ses pensées. Assis à son bureau, il rangeait une rangée d'objets, le fragment de laiton, sa montre de poche et un bout de papier sur lequel il avait écrit « Gants, notes, boutons de manchette ». « Hastings », dit-il, « l'intrigue se corse. Jennings n'a pas été tué pour vol. Il a été tué parce qu'il en savait trop, ou parce que quelqu'un craignait qu'il ne parle. Les gants, la lettre manquante, le bouton de manchette placé près du corps. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des signes. « Et qui soupçonnez-vous » demandai-je. Poirot écarta les mains. Pour l'instant, tout le monde. Chaque invité a eu affaire à Jennings. Chacun pourrait craindre d'être démasqué. Mais bientôt, Hastings, nous éliminerons l'impossible et resterons fidèles à la vérité. Il se tapota la tempe. Les petites cellules grises commencent à s'agiter. Je le regardai avec admiration, même si, je l'avoue, un frisson me parcourut l'échine. Car dans cet hôtel délabré au bord de la mer, sous son vernis de noblesse, j'avais l'impression que nous étions au seuil de sombres révélations. Chapitre 4. Secret en service. La police, satisfaite de son verdict d'accident, s'était retirée pour s'occuper des papiers. Mais Poirot n'était pas homme à abandonner ses convictions simplement parce que l'autorité préférait la simplicité. Au contraire, la complaisance de l'inspecteur ne semblait qu'aiguiser le zèle de mon ami. « Les domestiques, Hastings, » déclara Poirot après le déjeuner, « sont les nerfs d'un tel établissement. Ils enregistrent chaque murmure, chaque geste. Il ne faut pas dédaigner les humbles. Si Jennings en savait trop, c'est parmi ses camarades de service que l'écho se fera entendre. » Il fit venir le directeur de l'hôtel, M. Bletchley, au salon. L'homme, transpirant abondamment sous son col, me regarda tour à tour, comme s'il se demandait si l'intervention d'un détective célèbre était une bénédiction ou une malédiction pour sa réputation. « Je dois protester, monsieur Poirot, » dit-il, les mains flottantes. « La police est satisfaite. Un accident, tragique certes, mais un accident quand même. Fouiller dans la vie privée du personnel et des clients, cela créera un scandale. » Poirot le fixa d'un regard qui ne laissait planer aucun doute. « Monsieur, le scandale est déjà fait. Un jeune homme est mort, et ce n'est pas un hasard. Cacher la vérité est pire que la révéler. D'ailleurs, vous nous aiderez, ou je... Comment dites-vous ? Je téléphonerai à Scotland Yard. » L'affaire fut réglée. Le directeur capitula et, dans l'heure qui suivit, Poirot avait organisé un entretien avec les principaux domestiques dans un petit salon attenant au hall. La femme de chambre. D'abord arriva Annie, une femme de chambre aux joues roses et à l'allure rustique. Elle tordait son tablier entre ses mains et jetait des regards effrayés autour d'elle. Jennings, monsieur. Oh, il était un vrai puriste. Il me disait toujours de polir la rampe en laiton 2 fois. Il disait que les invités l'avaient remarqué. C'était aussi un garçon gentil, qui ramenait toujours une friandise de la ville. Poirot inclina la tête. « A-t-il jamais parlé de problème, mademoiselle ?» Elle hésita. Un jour, il a dit « J'en sais plus que je ne devrais. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, mais il a ri et m'a répondu « Mieux vaut ne rien demander, Annie. Mieux vaut ne rien demander. » C'était la semaine dernière. Bon, et la nuit de sa mort. Ses yeux s'écarquillèrent. Il m'a croisé dans le couloir vers 11 heures, portant un plateau avec un mot dessus. Il m'a fait un clin d'œil et m'a dit « Celui-ci vaut le pourboire ». J'ai cru qu'il ne voulait rien dire. Les moustaches de Poirot frémirent. « Eh bien, vous m'avez été d'une grande aide. » Le garçon de cuisine. Ensuite, un garçon de cuisine maigre nommé Peter, les cheveux constamment dans les yeux. Il traînait les pieds et semblait avoir envie de retourner à l'arrière-cuisine. « Jennings me disait des choses parfois, » murmura-t-il. « Il disait que les nobles d'en haut ne valaient pas mieux que nous en bas. Il a dit qu'un jour il le prouverait. » Poirot se pencha en avant. « A-t-il mentionné des noms ?» Le garçon secoua vigoureusement la tête. « Non, monsieur. Il a juste dit qu'il avait vu des lettres qui pouvaient ruiner des gens. Il a dit qu'il les gardait en sécurité. »« Des lettres » m'exclamai-je. Mais le garçon, effrayé par sa propre audace,
ne voulut rien dire de plus, le portier. Un vieux porteur le suivait, voûté mais à l'œil vif. Il connaissait bien Jennings. Un brave garçon, dit-il fermement. Ambitieux. Il parlait toujours d'économiser pour un poste à Londres. Mais il avait trop de confidence. Les clients sont négligents. Capitaine. Ils prennent les domestiques pour des sourds et des aveugles. Jennings n'était ni l'un ni l'autre. Poirot demande doucement. Est-ce qu'il s'est disputé avec quelqu'un? Le portier réfléchit. Il y avait un monsieur, l'un des invités. Jennings lui a parlé sèchement près de l'entrée latérale, il y a 2 nuits. Je l'ai entendu dire « Taisez-vous, sinon ce sera pire pour vous ». Je me suis éloigné avant qu'il ne me voie. Quel monsieur? Le portier fronça les sourcils. Grand, brun, bien habillé. C'est tout ce que je peux dire. Poirot échangea un regard avec moi. Cette description correspondait parfaitement à Raymond Blythe, la femme de ménage. Enfin arriva Elsie, une femme de ménage d'un naturel nerveux. Elle serrait un chapelet dans ses mains. « Je n'ai pas vu grand-chose, monsieur, » dit-elle d'une voix tremblante. Mais la nuit même de sa mort, Jennings est entré dans la lingerie. Il avait l'air troublé. Il a dit « Elsie, s'il m'arrive quelque chose, souviens-toi que j'avais raison. » Puis il a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Il a dit qu'il allait rencontrer quelqu'un à minuit. Le regard de Poirot s'éclaircit. « Ah, à minuit. » Il a dit où? « Non, monsieur, simplement que c'était important. » Poirot s'inclina gravement. « Merci, mademoiselle. Vous avez rendu service à la vérité. » Une fois les entretiens terminés, Poirot m'accompagna sur la terrasse du jardin surplombant la mer. Le soleil d'automne brillait sur l'eau, et les vagues léchaient les pierres avec un rythme étrangement semblable au tic-tac d'une horloge. Poirot s'assit sur un banc et ferma les yeux un instant. « Hastings, dit-il enfin, vous voyez maintenant le schéma? » Jennings était au courant. Il parlait de lettres. Il avait rendez-vous à minuit. Il craignait quelque chose, mais il était résolu. Et maintenant, il est mort. Mais qui aurait pu lui vouloir du mal? Certainement aucune de ces personnes respectables. Poirot ouvrit les yeux et me regarda gravement. La respectabilité, mon ami, est le plus utile des manteaux. On la porte pour cacher l'avidité, la passion, la peur. Ces invités, chacun a quelque chose à cacher. Jennings, dans son zèle, en a peut-être trop dévoilé. Tu penses que Blythe l'a menacé? C'est possible. Le signalement du portier correspond bien à sa description. Et rappelez-vous, mademoiselle Violette a surpris une dispute. Mais ne concluons pas trop tôt. Il y a aussi Lady Constance avec sa lettre secrète, le colonel Harcourt avec son bouton de manchette disparu, et le docteur Grant avec sa trousse de médicaments verrouillée. Chacun a son petit mystère. Je restai silencieux. L'hôtel, avec sa façade distinguée, était soudain devenu sinistre à mes yeux. Chaque convive au dîner me semblait un criminel en puissance. Poirot examine à nouveau la scène. Ce soir-là, Poirot insista pour inspecter une dernière fois l'escalier de service. L'inspecteur, bien que las de son intervention, l'autorisa à contre-cœur. Un agent nous accompagna avec une lampe. Poirot descendit les 3 marches avec une précision délicate. Il s'accroupit et examina une fois de plus la bordure en cuivre. Puis, avec un petit cri de satisfaction, il sortit d'un coin un autre objet, un minuscule lambeau de cuir sombre. « Un fragment de gant !» annonça-t-il triomphalement. « Regarde, Hastings !» Les gants de Jennings déchirés. C'est pour cela qu'ils ont disparu. Ils portaient à la marque de la violence. Le meurtrier les a enlevés pour cacher la vérité. L'inspecteur grogna, sceptique. Mais moi, qui connaissais l'instinct de Poirot, je ressentis un frisson. Les gants manquants, le fragment de laiton, la note murmurée, tout cela n'était que les fils d'une tapisserie encore à découvrir. Observation du soir. Au dîner, l'atmosphère était feutrée. Les invités chuchotaient. Le colonel but à chaudes larmes. Violette observait son père avec effroi. Raymond Blythe rit trop fort à une plaisanterie de sa femme, bien qu'elle-même semblât pâle et réservée. Le docteur Grant conversait gravement avec Lady Constance, dont les diamants scintillaient avec défi, comme si elle mettait le monde au défi. Madame Marbury jouait avec sa soupe.
les mains tremblantes. Poirot observait tout, sans rien manquer. Je vis son regard s'attarder sur la manchette nue du colonel, sur le regard fixe mais las de Lady Constance, sur les doigts nerveux de Madame Blythe tapotant le pied de son verre. Plus tard, alors que nous étions assis dans le salon, Poirot s'est penché vers moi. « Remarquez-vous, Hastings, comment les coupables se trahissent. Ils rient trop, ou trop peu. Ils évitent, ou cherchent avec trop d'empressement. C'est de la psychologie, le miroir de l'âme. Jennings connaissait ces gens non pas comme ils souhaitaient être vus, mais comme ils étaient lorsqu'ils pensaient que personne ne les observait. Cette connaissance l'a tué. » La résolution de Poirot. Lorsque nous nous sommes retirés, Poirot a soigneusement placé le fragment de cuir à côté du morceau de laiton sur son bureau. Il les a contemplés avec satisfaction, comme des trophées. Deux petites choses, Hastings. Très petites. Et pourtant elles parlent déjà. Un gant et un fragment de laiton. On m'apprend que la mort de Jennings n'était pas le fruit du hasard. On m'apprend aussi que le meurtrier est malin, car il a tenté d'arranger les apparences. Mais, il n'est pas assez malin. Pour Hercule Poirot, il laisse une petite trace, toujours une petite trace. Il se renversa en arrière, les doigts croisés. Demain, nous irons plus loin. Nous enquêterons sur la situation financière de nos invités, leurs déplacements, leurs amours, leur haine. Jennings détenait des secrets. Découvrir quel secret valait la vie d'un jeune homme, telle est la tâche. Je le regardais, frappé de nouveau par son inébranlable certitude. Malgré les railleries de l'inspecteur, l'inquiétude du directeur, les murmures des clients, je savais que Poirot avait raison. Le chasseur n'était pas tombé par hasard. Quelque part dans les couloirs silencieux du Grand Metropolitan, un meurtrier marchait, revêtu de respectabilité. Et Poirot, avec ses petites cellules grises, arracherait ce manteau. Chapitre 5. Les invités se rassemblent. Le lendemain matin, un soleil blafard se leva, ne parvenant guère à dissiper la fraîcheur humide de l'air marin. L'hôtel, cependant, vibrait d'une excitation contenue. La mort de Jennings était devenue l'unique sujet de conversation, murmuré dans les coins, évoqué entre deux tasses de thé, enveloppé de platitudes mais aiguisé par la curiosité. Poirot, qui détestait le gaspillage sous toutes ses formes, que ce soit en nourriture, en paroles ou en temps, a annoncé que nous devrions mener une série d'entretiens avec les invités eux-mêmes. « Hastings, dit-il en ajustant le pli de son pantalon avec un soin méticuleux, hier nous avons interrogé les domestiques. Aujourd'hui nous nous adressons au maître. Les fonctions de Jennings les concernaient tous. Chacun avait affaire à lui, chacun lui confiait des commissions et des secrets. C'est parmi eux, j'en suis convaincu, que nous trouvons le mobile. » L'inspecteur League, bien que toujours convaincu de son verdict d'accident, accepta à contre-cœur d'être présent. « Si vous devez harceler les invités, monsieur Poirot, faites-le vite. Ce sont des gens respectables. Ils n'apprécieront pas d'être traités comme des criminels. » Poirot haussa simplement les sourcils. « Respectable, oui. Mais la respectabilité, inspecteur, n'est souvent qu'un masque. » Dame Constance Pembroke. Nous avons commencé par Lady Constance qui nous a reçus dans sa suite avec une splendeur froide. Son salon sentait légèrement la violette et la lumière matinale faisait scintiller les diamants sur ses doigts. Poirot s'inclina. « Madame, pardonnez mon intrusion, mais il était nécessaire que je vous pose une question. Jennings vous a-t-il remis, la nuit de sa mort, un mot ?» Ses yeux se plissèrent. « Je vous l'ai déjà dit, monsieur Poirot, c'était une lettre transmise de la ville. Elle n'avait absolument rien à voir avec cette tragédie. » Poirot inclina la tête. « Pourtant, vous sembliez, pardonnez-moi, un peu agité ce matin au petit déjeuner. Vous ne me permettrez peut-être pas la satisfaction de voir cette lettre ? » ?»« Certainement pas. C'est privé. » Poirot sourit faiblement. « Mais vous admettez que c'est Jennings qui l'a apportée ? » ?»« Oui. »« Et tu l'as détruit ?» Elle hésita, puis dit fermement « Oui, immédiatement. C'était de nature personnelle. J'avais l'impression que sa main tremblait légèrement tandis qu'elle ajustait ses bracelets.
Le regard de Poirot s'attardait sur elle avec une politesse grave. Très bien, nous n'insisterons pas, mais permettez-moi une dernière question. Vous connaissez le docteur Grant, n'est-ce pas? Ses joues se colorèrent. Je le suis. Une amie de la famille. Poirot s'inclina de nouveau et prit congé. Une fois seul dans le couloir, je ne pus contenir ma curiosité. Poirot, cette lettre, elle doit être importante. Assurément, mon ami. Lady Constance n'est pas femme à trembler pour des broutilles. Mais patience, on rassemble d'abord les fils. Colonel Harcourt et Miss Violette. Le colonel nous reçut dans le fumoir, une carafe à portée de main. Son attitude était franche, presque agressive. Zut, Poirot, je ne vois pas pourquoi tu nous embarques là-dedans. Le pauvre Jennings a trébuché dans l'escalier, et c'est tout. C'est quoi toutes ces bêtises à propos de lettres? Poirot le regarda calmement. Monsieur le colonel, hier soir, près du corps de Jennings, on a retrouvé un bouton de manchette. Il était de style militaire. Vous appartient-il? Le colonel rougit. Oui, bon sang. J'ai dû le laisser tomber quelque part. Mais ça ne prouve rien. Bon sang, vous insinuez que j'ai tué le garçon? Pas du tout, répondit Poirot d'une voix douce. Je me renseigne simplement. Mais dites-moi, pourquoi a-t-on vu Jennings en conversation animée avec vous la semaine dernière? Le colonel changea de position. Il m'a surpris en train d'emprunter un souverain à Lady Constance. Je lui ai demandé de se taire. C'est tout. Mademoiselle Violette, assise tranquillement dans un coin, observait la scène d'un œil inquiet. Sur les douces incitations de Poirot, elle murmura « Papa, j'ai entendu Jennings se disputer avec M. Bleat. C'était près de l'escalier de service. J'ai pensé que peut-être... »« Violette !» tonna le colonel. « Ça ira. » Poirot s'inclina et se leva. « Merci, mademoiselle. Votre franchise est rafraîchissante. » Raymond et Célina Bleat. Le marchand d'art et sa femme nous reçurent dans leur salon. Raymond Bleat était tout en charme et en douceur, mais je remarquai que sa main tremblait en allumant une cigarette. « Une affaire regrettable, dit-il. Mais vous ne soupçonnez sûrement pas un acte criminel? Jennings était un brave garçon, très serviable. Ma femme et moi l'employions souvent pour faire des courses. En effet, murmura Poirot, on l'a vu se disputer avec vous. Quel était le sujet? Blight rit légèrement. Oh, n'importe quoi. Un malentendu à propos de colis, rien de plus. Célina Bleat intervint soudain. Ce n'était pas rien, Raymond. Jennings a vu les papiers que tu as laissés dans le salon au sujet des tableaux. Son mari lui lança un regard d'avertissement. Elle rougit et se tut. Poirot's eyes gleamed. Ah, papers about painting. Très intéressant. Le ton de Raymond se durcit. Je vous remercie de ne pas vous mêler de mes affaires, Poirot. La mort d'un domestique ne me regarde pas. Poirot se leva avec une légère révérence. Au contraire, monsieur. Cela vous concerne peut-être beaucoup. Docteur Lionel Grant. Nous avons trouvé le docteur Grant dans son cabinet de consultation, une petite pièce qu'il avait aménagée à l'hôtel pour le confort des clients. Il était grand, mince, avec des yeux qui semblèrent peser gravement. Poirot se montra courtois. « Monsieur le docteur, vous avez examiné Jennings. Êtes-vous certain que la mort a été instantanée ?»« Tout à fait certain, » répondit Grant. « Une fracture nette du crâne. Il n'y avait aucune chance de guérison. Élégant, il manquait. » Grant fronça les sourcils. « Je ne peux pas expliquer ça. » Jennings était très méticuleux quant à son apparence. Poirot se pencha. « On raconte que vous lui avez permis un jour d'aller chercher des médicaments dans votre mallette verrouillée. » L'expression de Grant se crispa. C'était il y a des mois. Une simple course. Il était digne de confiance. Pourtant, votre valise contient de la morphine, n'est-ce pas? Grant se raidit. Oui. Pourquoi? Poirot haussa légèrement les épaules. Il faut être minutieux. Pardonnez-moi. Madame Lydia Marbury. Notre dernier entretien a eu lieu avec Madame Marbury, qui semblait perpétuellement au bord de la crise de nerfs. Elle serrait un mouchoir et parlait d'une voix tremblante. Je l'ai vu, vous savez. Jennings. Juste avant minuit. Il m'a croisé dans le couloir.
Il portait une enveloppe cachetée. Il disait que c'était sa protection. Mais ensuite, oh là là, ensuite il est parti. Poirot se pencha doucement. Sa protection, madame, vous a-t-il expliqué? Non, juste que ça le sauverait. Et puis, j'ai appris qu'il était mort. Elle fondit en larmes. Poirot, avec une tendresse inattendue, lui tendit un verre d'eau. Courage, madame. Vous nous avez été d'une grande aide. Réflexion. Quand nous nous sommes finalement retirés dans notre salon, j'étais rempli de questions. Alors, Poirot, qu'en penses-tu? Il se tenait très droit, les doigts serrés, les yeux mi-clos. Chaque invité, Hastings, est empêtré dans les méandres de Jennings. Lady Constance et sa lettre secrète. Le colonel, ses dettes de jeu et le bouton de manchette caché. Raymond Blythe et ses papiers sur les tableaux, et sa dispute. Le docteur Grant et sa trousse à pharmacie. Madame Marbury et son aperçu de l'enveloppe. Voilà, une toile d'araignée, des plus délicates. Mais qui est le tueur? M'écriai-je. Poirot sourit faiblement. Patience, Hastings. Les meurtriers se trahissent non par ce qu'ils révèlent, mais par ce qu'ils cachent. Pour l'instant, chacun cache quelque chose. Mais les gants, le fragment de laiton, l'enveloppe manquante, voilà ce qui nous guidera. Et bientôt, très bientôt, le masque de la respectabilité tombera. Il se leva et ajusta les ornements sur la cheminée avec un soin méticuleux. Une chose est sûre, Jennings a été réduit au silence. Il détenait un secret dangereux pour autrui. Découvrir lequel, telle est la tâche. Mais déjà, mon ami, j'ai une petite idée. Je le fixais stupéfait. Poirot, avec son infaillible certitude, semblait déjà entrevoir la vérité là où je ne percevais qu'un dédale de soupçons. Chapitre 6. La fausse piste. S'il y avait un homme peu doué pour les subtilités du soupçon, c'était bien le colonel Harcourt. Son air franc et franc, sa voix de trompette, sa moustache hérissée comme un étendard de cavalerie, semblaient l'emblème même de la franchise. Pourtant, par une curieuse perversité des circonstances, c'est sur lui que reposaient désormais les soupçons. Le bouton de manchette fatal avait été retrouvé près du corps de Jennings. L'inspecteur Legge, qui s'accrochait avec soulagement à tout fil susceptible de simplifier sa tâche, s'empara de cette découverte avec avidité. Un homme laisse tomber son bouton de manchette là où le garçon est tué. Cet homme doit être interrogé avec la plus grande attention, déclara-t-il. Modèle militaire, plaqué or, pas un objet courant. Harcourt, c'est lui. Poirot inclina la tête, mais il y avait une lueur dans ses yeux qui suggérait un désaccord. Cet après-midi-là, l'inspecteur convoqua le colonel Harcourt dans le bureau du directeur. Le colonel entra, les épaules carrées, les joues violacées. Violette le suivit timidement, pâle d'effroi. Leigh posa le bouton de manchette sur la table. On l'a trouvé à côté du défunt, colonel. Le reconnaissez-vous? Le colonel s'en saisit. Bien sûr que oui. Zut, il est à moi. Mais je vous assure que j'en ai perdu une demi-douzaine. Le garçon l'a peut-être ramassé et retombé. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous admettez que vous vous êtes disputé avec Jennings, dit Leigh d'un ton sévère. Une dispute? Absurde. Il m'a surpris, enfin, en train d'emprunter un souverain à dame Constance. Rien de plus. Le garçon a promis la discrétion. Poirot intervint doucement. Pardon, colonel, mais avez-vous remboursé le souverain? Harcourt rougit. J'en avais bien l'intention. Voyez-vous, inspecteur, murmura Poirot, ce n'est pas si simple. Jennings avait une emprise sur le colonel, certes, mais ce n'était pas un mobile suffisant pour le tuer. Un simple souverain. Pff. Leigh fronça les sourcils. Mobile ou pas, le bouton de manchette est une preuve accablante. Ou des preuves cachées, répondit doucement Poirot. Le colonel renifla. Planté. Par qui? C'est là, dit Poirot, la question. Le secret de Violette. Lorsque le colonel fut parti en trombe, Violette resta sur place. Elle joignit les mains nerveusement. Monsieur Poirot, je dois vous dire quelque chose. J'ai entendu Jennings parler à monsieur Blythe la veille de sa mort. Jennings a dit « Si vous lui dites, je suis ruiné »,
Il semblait très en colère. Je pensais que vous deviez le savoir. Poirot s'inclina gravement. Vous êtes très courageuse, mademoiselle. Il n'est pas facile de critiquer quelqu'un. Souvenez-vous, le silence ne protège que les coupables. Ses yeux se remplirent de larmes. Je ne veux pas que papa soit soupçonné. Il est fanfaron, mais pas cruel. Il ne pourrait jamais, jamais. Poirot posa doucement sa main sur la sienne. Soyez en paix. Nous veillerons à ce que la justice, et non le soupçon, triomphe. Objet Hastings. De retour dans notre suite, je m'écriai « Poirot, vous ne pouvez pas vous débarrasser du bouton de manchette aussi facilement. » Il était là, près du corps. Le colonel reconnaît qu'il est à lui. Que vous faut-il de plus? Poirot sourit avec indulgence. Ah, mon cher Hastings, vous êtes l'image même de la police anglaise, satisfaite des apparences. Mais les apparences sont trompeuses. Imaginez, Jennings est abattu. Un bouton de manchette se trouve juste à côté. Trop pratique, n'est-ce pas? Quel meilleur moyen de détourner les soupçons que de laisser tomber un bibelot appartenant à quelqu'un d'autre? Mais qui ferait une chose pareille? Le meurtrier, mon ami. Il est assez malin pour trouver une fausse piste. Je soupirai, pas convaincu. Poirot observe les invités. Ce soir-là, nous prîmes place dans le salon. Poirot, apparemment absorbé à aligner les pinces à sucre sur un plateau à thé, observait en réalité la compagnie avec une intensité digne d'un faucon. Le colonel Harcourt but à grosses gorgées, son rire sonore mais creux. Violette resta assise en silence, les yeux baissés. Raymond Blythe bavardait avec Lady Constance, ses manières trop posées, son sourire trop raffiné. Madame Blythe se tenait près d'elle, l'air tendu. Le docteur Grant entre en retard, discutant à voix basse avec le directeur. Madame Marbury s'agitait nerveusement d'une chaise à l'autre, comme incapable de se calmer. Poirot murmura « Remarque, Hastings, chacun cache un fardeau. Le colonel craint la disgrâce, Blythe craint d'être démasqué, Lady Constance craint les révélations, le docteur Grant craint d'être découvert, et la pauvre Madame Marbury, elle craint tout. » Annonce de l'inspecteur Lee. L'inspecteur Lee arriva aussitôt et fit une brève déclaration. Je suis obligé d'informer les invités que la mort de Jennings fait l'objet d'une enquête plus approfondie. Un objet a été retrouvé reliant le colonel Harcourt à la scène du crime. Il y eut un murmure de surprise. Violette devint blanche comme du papier. Blythe haussa les sourcils, ses lèvres se courbant d'un air qui aurait pu être satisfait. Lady Constance le regarda fixement. Le colonel se leva d'un bond. « Vous m'accusez, monsieur? C'est scandaleux. J'ai servi le roi et le pays pendant 30 ans, sans jamais porter atteinte à mon honneur. » Néanmoins, dit Lee d'un ton sombre, vous resterez disponible pour un interrogatoire. Le colonel se précipita hors de la pièce, entraînant Violette après lui. Poirot se pencha vers moi. Voilà, vous voyez les faits? Le meurtrier sourit intérieurement, car les soupçons se portent sur le colonel. Mais je vous le dis, Hastings, ce n'est pas lui. La vérité est ailleurs. La petite expérience de Poirot. Plus tard, dans notre salon, Poirot sortit le bouton de manchette. « Tu vois, Hastings ?» Il est brillant, poli. Pourtant, le colonel est au négligent. Il perd ce genre de choses. Pourquoi celui-ci est-il si impeccable alors que le couloir où il se trouvait est poussiéreux? Parce qu'il a été placé là après la chute. Un homme d'honneur ne polit pas ses boutons de manchette avant d'assassiner un garçon. Non, c'est un artifice. J'ai regardé fixement. Alors qu'il a placé, Poirot haussa les épaules. Cela, nous devons encore le déterminer. Mais attention, Jennings portait une enveloppe scellée. Où est-elle maintenant? Disparue. Voilà, mon ami, le véritable indice. Une observation nocturne. Cette nuit-là, j'étais agité. La lune projetait une pâle lumière sur la mer, et les couloirs du Grand Métropolitain étaient plongés dans le silence. Me levant pour aller chercher un verre d'eau, je passai près de l'aile sud. À ma grande surprise, je vis Raymond Blythe s'éclipser silencieusement de sa suite, un petit paquet serré sous le bras. Il jeta un coup d'œil autour de lui, puis se glissa vers l'entrée latérale.
Je l'ai suivi à distance, mais au moment où j'ai atteint la porte, il avait disparu dans la nuit. Le lendemain matin, j'en ai parlé à Poirot. Il m'a écouté en tapotant des doigts. « Excellent, Hastings. Tu fais le Watson parfait. Toujours voyant, mais jamais interprétant. Bleeth est sorti en secret, certes. Mais pour rencontrer qui? Pour livrer quoi? Il faut le découvrir. Peut-être que l'enveloppe manquante a changé de main. » Tension au petit déjeuner. Au petit déjeuner, la tension montait. Le colonel lançait un regard noir. Violette évitait tout regard. Bleeth paraissait satisfaite. Lady Constance glaciale. Madame Bleeth touchait à peine à sa nourriture. Le docteur Grant mangeait méthodiquement, comme détaché du tumulte. Madame Marbury arrive en retard, les yeux rougis par les larmes. Poirot mangea ses œufs avec délectation. Voyez, Hastings, comment le drame se déroule. Le colonel est tenté par les soupçons. Mais je ne me trompe pas. La fausse piste est évidente. Bientôt, nous la dévoilerons. La réflexion de Poirot. De retour dans notre chambre, Poirot disposa soigneusement ses découvertes. Le fragment de laiton, le lambeau de gant et maintenant le bouton de manchette, sur la table. Il les observa comme un général examinerait ses troupes. 3 bagatelles, Hastings, un bouton de manchette, un gant, un morceau de cuivre. Chacun raconte une histoire. Le bouton de manchette parle de tromperie, le gant de violence dissimulée, le cuivre de l'arme. Assemblez-les et l'histoire émerge. Jennings a été réduit au silence parce qu'il détenait le savoir. Le meurtrier a cherché à nous tromper. Mais bientôt, très bientôt, le masque tombera. Il se renversa en arrière, les yeux mi-clos, les doigts croisés. La fausse piste est nécessaire, mon ami, car elle révèle la ruse du meurtrier. Et de la ruse, on peut déduire la peur. La peur trahit. C'est inévitable. Je le regardais avec admiration. Pour ma part, l'affaire semblait plus embrouillée que jamais. Pourtant, la calme assurance de Poirot me remplissait de confiance. Même au milieu des fausses pistes et des preuves dissimulées, la vérité finirait par éclater. Chapitre 7. Une confession chuchotée. L'orage qui avait éclaté sur le colonel Harcourt la veille au soir avait laissé un lourd malaise dans l'atmosphère du grand métropolitain. Le colonel lui-même arpentait la salle à manger tel un lion injustement en cage, aboyant ses ordres aux serveurs et frappant du poing sur la table. La pauvre Violette était assise humblement à côté de lui, pâle comme de la porcelaine, les yeux baissés. Poirot, impeccable comme toujours, mangeait son porridge avec une précision impeccable et observait les invités de son regard vif et attentif. J'avoue que je me sentais mal à l'aise. Voir la suspicion planer sur le colonel, aussi tapageur et stupide fût-il, était intolérable. Mais qui d'autre? Après le petit déjeuner, nous nous sommes retirés sur la terrasse. La mer scintillait sous un soleil blafard. Les mouettes tournoyaient et criaient, et une légère odeur iodée flottait dans l'air. Violette nous suivit timidement, jetant un coup d'œil en arrière pour s'assurer que son père était hors de portée de voix. « Monsieur Poirot » commença-t-elle à voix basse, « je dois vous parler. Je ne peux pas laisser papa être soupçonné. » Poirot inclina gravement la tête. « Mademoiselle, vous êtes sage. Cacher la vérité ne sert que les coupables. » Ses mains se tordaient nerveusement. C'était la veille de la mort de Jennings. Je passais l'escalier de service quand j'ai entendu des voix. Je ne voulais pas les écouter, mais elles se sont élevées. C'était Jennings et Monsieur Blight. Ses yeux se dirigèrent vers les fenêtres de l'hôtel. « Continuez, s'il vous plaît, » insista doucement Poirot. Ils se disputaient. Jennings a dit « Si tu lui dis, je vais tout perdre. » Monsieur Blight a répondu sèchement, mais je n'ai pas saisi ses paroles. Elles semblaient furieuses. Je me suis précipité. Je pensais que ce n'était peut-être rien. Mais maintenant je crains que ce ne soit tout. Sa voix tremblait jusqu'au silence. Poirot la regarda fixement. « Vous êtes courageuse, mademoiselle, et vous avez levé un coin du voile. Jennings a menacé Blight, a
Propos de quoi, nous le saurons plus tard. Elle lui prit la main impulsivement. Tu crois que papa est innocent ? Poirot sourit avec une douce ironie. Je crois, mademoiselle, qu'un bouton de manchette ne tue pas. Rassurez-vous. Elle poussa un petit sanglot de soulagement et se précipita à l'intérieur. Blythe interrogeait. Cet après-midi-là, Poirot et moi sommes allés trouver Raymond Blythe dans le salon. Il était confortablement installé, un journal à la main, une cigarette entre les doigts. À notre approche, il s'est levé, tout en douceur et affabilité. « Ah, monsieur Poirot, capitaine Hastings, que me vaut cet honneur ?» Poirot s'empressa. « On raconte, monsieur, que Jennings s'est disputé avec vous dans l'escalier de service. Le niez-vous » Les yeux de Blythe se plissèrent un bref instant avant qu'il n'éclate d'un rire léger. « Une dispute ? Une bagatelle. Ce type est devenu impertinent. Il se prenait pour un homme trop important, voyez-vous. » « En effet, » dit doucement Poirot, « il vous a dit, n'est-ce pas, si vous le lui dites, je suis ruiné. » Qui était cette « elle », monsieur ? Le sang-froid de Blythe vacilla. « Vraiment, Poirot, c'est absurde. Je ne me souviens pas de ces paroles exactes. Des bêtises. » Je l'ai balayé. Jennings était un garçon utile, mais il avait tendance à se donner des airs. Poirot se pencha en avant, les yeux brillants. « Vous vendiez des tableaux, monsieur. » « Des tableaux de luxe. Jennings aurait-il par hasard découvert quelque chose, comment dire, d'anormal dans votre commerce ?» Le sourire de Blythe se figea. « Je refuse de parler de mes affaires privées à un détective. Bonjour, monsieur. » Il tourna les talons et partit rapidement. « Eh bien, » murmura Poirot, « le masque tombe. » L'anxiété de madame Blythe. Plus tard, j'ai rencontré madame Selina Blythe, seule dans le jardin. Elle avait l'air pâle et anxieuse, effleurant nerveusement les pétales d'une rose. Je lui ai adressé quelques mots de sympathie. Elle me regarda avec des yeux hantés. « Capitaine Hastings, vous devez m'aider. Mon mari est imprudent. » Jennings savait quelque chose sur son affaire, sur un tableau qu'il a vendu. Si le tableau sort, nous sommes ruinés. « Tu veux dire que Jennings a essayé de le faire chanter ?» ai-je demandé. Elle frissonna. « Peut-être. Jennings a menacé de révéler quelque chose. Mon mari s'est emporté. Mais Raymond n'est pas violent. Il ne... » Sa voix se brisa. Elle se détourna en s'essuyant les yeux. Quand j'en ai parlé à Poirot, il a hoché la tête gravement. « Voyez-vous, Hastings, Jennings était effectivement dangereux, pour Blythe. Pourtant, faire chanter un marchand d'art est une chose. Le rencontrer à minuit en est une autre. L'enveloppe, les gants manquants, ils ne sont pas encore à leur taille. » L'expérience de Poirot avec les invités. Ce soir-là, Poirot proposa un plan curieux. Nous observerons. Leur réaction, Hastings. Au dîner, je parlerai à voix haute de certaines choses. Les gants, l'enveloppe. Observez leurs expressions. La salle à manger était à moitié pleine. Le colonel buvait abondamment. Violette silencieuse à ses côtés. Lady Constance conversait avec le docteur Grant sur un ton hautain. Les Blythe étaient assis côte à côte, bien que Selina ait l'air malheureux. Madame Marbury s'agitait au bout de la table. Au bout d'une pause, Poirot éleva la voix juste assez pour que tout le monde l'entende. « C'est vraiment singulier, » dit-il sur le ton de la conversation. « Comment une paire de gants peut disparaître ? Jennings, il était toujours si prudent. Et pourtant, disparu. » J'ai vu madame Blythe sursauter, sa fourchette claquant contre son assiette. Blythe fronça les sourcils et lui lança un regard d'avertissement. Poirot poursuivit sereinement. « Et puis, il y a l'enveloppe. Jennings la portait, sa protection peut-être. Mais où est-elle maintenant ? Perdue ou détruite ?» Le colonel Harcourt fronça les sourcils. Violette se mordit la lèvre. Madame Marbury poussa un petit cri et laissa tomber sa cuillère. Je remarquai que la main du docteur Grant se déplaçait inconsciemment vers sa manche, où une couture venait d'être recousue. Poirot n'ajouta rien, se contenta de sourire et retourna à sa soupe. Mais les ondulations du malaise se répandirent autour de la table comme des cercles dans un étang. La frustration de l'inspecteur Lane n'était guère satisfait du jeu théâtral de Poirot. Il le prit ensuite à part. « Sérieusement, Poirot, tu vas mettre tout l'hôtel en émoi. À quoi bon les effrayer ?» Poirot haussa les épaules. « C'est révélateur, inspecteur.
La peur, la colère, la culpabilité, un mot inconsidéré suffit à les trahir. Voilà la valeur. Bah, murmura Lee. Toi et ta psychologie. Je veux des faits. Les faits viendront, lui assura Poirot. Mais d'abord, il faut préparer le terrain. Le reflet de minuit de Poirot. Cette nuit-là, Poirot était agité. Il arpentait notre salon, arrangeant les bibelots, ajustant les rideaux, redressant la lampe. « Hastings, dit-il soudain, te souviens-tu de ce que Violette a entendu ? Jennings a dit « Si tu le lui dis, ça me ruine. » Réfléchis, mon ami. Qui est cette elle ? Lady Constance, Madame Bleat, peut-être même Mademoiselle Violette elle-même. J'ai secoué la tête. Ça pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Exactement. Et c'est là que réside la clé. Le garçon connaissait les secrets de nombreux êtres. Mais un secret lui a été fatal. Celui de cette enveloppe. Il tapota ses doigts. Demain, il faudra insister davantage. Je compte passer à la poste pour savoir quelles lettres ont été transmises à Lady Constance. Et aussi, il faut examiner de plus près le docteur Grant. Sa manche, Hastings, sa manche. Vous n'avez pas vu. J'ai admis n'avoir rien remarqué. Poirot soupira. Tu es observateur, mon ami, mais pas dans les bonnes choses. Mais courage. Ensemble, nous réussirons. Les doutes d'Hastings allongés, éveillés, à écouter le grondement incessant de la mer. Je ne parvenais pas à dissiper mes doutes. Poirot parlait avec assurance, mais l'affaire me semblait plus complexe que jamais. Jennings s'était disputé avec Blight et l'avait menacé de démasquer. Lady Constance avait reçu une lettre mystérieuse. Le colonel avait perdu un bouton de manchette. Le docteur Grant avait cousu des manches et une trousse de médicaments verrouillée. Madame Marbury avait vu Jennings avec l'enveloppe fatale. Chacun semblait empêtré, chacun coupable de quelque chose. Pourtant, qui parmi eux avait porté le coup fatal dans le couloir de service ? Je sombrai enfin dans un sommeil agité, hanté par la vision du jeune visage enthousiaste de Jennings, réduit au silence à jamais par des secrets trop lourds à porter pour un groom. Chapitre 8. Affaires et intrigues. Au 3e jour après la mort de Jennings, le Grand Métropolitain n'était moins un hôtel qu'une scène où chaque invité jouait son propre drame. Les bavardages au salon étaient devenus cassants, l'air de la salle à manger chargé de suspicion, et même les domestiques vaquaient à leurs occupations à voix basse et en jetant des regards en coin. Poirot, je le voyais bien, était dans son élément. « Observez-vous, Hastings ?» dit-il, tandis que nous prenions place dans le salon ce matin-là. « L'atmosphère, c'est comme dans une serre quand l'orage est sur le point d'éclater. On perçoit la tension dans le frémissement des feuilles, la lourdeur de l'air. C'est pareil ici. Bientôt, l'orage. » J'ai murmuré quelque chose comme quoi j'aurais aimé que ça se brise rapidement, car mes nerfs étaient à bout. Poirot sourit faiblement. « Patience, mon ami. La vérité ne tombe pas dans le tonnerre, mais dans les petites gouttes de pluie. Chaque secret révélé. Pfff, une goutte. Bientôt le sol est mouillé, et c'est l'inondation. » Lady Constance et le docteur. La première de ces petites surprises arriva le matin même. Poirot avait convenu d'un entretien discret avec la postière en ville. Il apprit par elle que Lady Constance avait bien reçu une lettre réexpédiée la veille de la mort de Jennings. Une lettre qui ne provenait pas de son notaire, comme elle l'avait prétendu, mais d'une loge privée à Londres. Fort de cette connaissance, Poirot s'approcha de Lady Constance dans le jardin. Elle était assise auprès du docteur Grant, qui se penchait vers elle avec une gravité presque tendre. À notre approche, elle se raidit. « Madame, » dit Poirot avec une fermeté courtoise, « la lettre que Jennings a remise, elle ne venait pas de votre notaire. Elle venait d'une loge privée. Vous ne le nierez pas. » Son visage se durcit. « Vous êtes impertinent, monsieur Poirot. Mais si vous tenez... » « Absolument à le savoir, oui. C'est du docteur Grant. Lui et moi sommes fiancés. Je n'avais pas voulu que le monde le sache, pour le moment. Est-ce un crime ?» Poirot s'inclina légèrement. « Ce n'est pas un crime, madame. Mais le secret est dangereux. Jennings le savait. C'était votre messager. » Le docteur Grant serra les dents. Jennings était loyal. Il ne nous aurait pas trahis.
Le regard de Poirot était fixe. « Et pourtant, docteur, il est mort. » Un silence s'installa. Lady Constance se leva brusquement et s'éloigna, laissant le docteur Grant la suivre du regard, l'air sombre. Poirot me toucha le bras. « Voyez-vous, Hastings, un autre secret, une autre goutte d'eau. Jennings était au courant de ses fiançailles, une information qui valait de l'argent pour quelqu'un d'assez indiscret pour la vendre. Peut-être a-t-il menacé, peut-être a-t-il seulement fait allusion, mais cela lui a donné un mobile. Je l'ai regardé fixement. « Vous soupçonnez le docteur Grant ?» Poirot secoua la tête. « Je soupçonne tout le monde. » Les Blitt et leur peinture. Cet après-midi-là, Poirot parvint à attirer la conversation avec Madame Blitt. C'était une petite créature fragile, voltant comme un oiseau en cage. « Votre mari, madame, » dit doucement Poirot, « est-il très occupé avec l'art ?» Elle hésita. « Oui, il vend des tableaux, mais... Oh, monsieur Poirot, Jennings a découvert quelque chose. Mon mari s'apprêtait à vendre un tableau à Lady Constance. Jennings a vu les papiers. Il a dit que c'était un faux. Il a menacé de tout dénoncer. » Sa voix baissa. Raymond était furieux. « Mais je vous jure qu'il n'a pas tué le garçon. Il est imprudent, mais pas cruel. » Poirot la regarda gravement. « Madame, on ne mesure pas si facilement la cruauté. Un homme désespéré et acculé peut agir par peur.